Ma Mission TV, le miroir du monde. Il y en a un qui est en chantier, à la mort de Mama Yemou. J'ai toute la documentation ici. Quand vous regardez ces funérailles, regardez là. Ça, c'est la lettre du directeur de la mort de Mama Yemou. Il demande que le marché soit conclu de gré à gré. Comme toujours. Un marché de 92 000 $, de gré à gré. Et là, il vante la société. Il s'appelle Josta Mbo Mbaka. Celle de fermer les funérariums. C'est 800 funérariums sur l'ensemble 800 de la ville de Kinshasa pour plus de 5000 personnes qui y travaillent. Alors c'est quelle politique publique? Donc nous allons avoir dans les mois, dans les semaines qui viennent, 35 000 Congolais sans emploi. Vous me direz que ce n'était pas des emplois. Jean-Thény Ngobila débarque, il l'a dit, et ça s'est pas sérieux, de la part d'une autorité, dit j'ai profité du Covid. Ah non, monsieur, vous ne profitez pas, vous venez avec un projet clair. Il n'y a pas de projet de modernisation du marché central, il n'existe pas. Sinon, je te mets au défi, vas-y poser la question à Jean-Thény. Où est ce projet? L'a-t-il déjà préparé? Et quel est son coût? Remarquez qu'au Conseil des ministres extraordinaires qui a suivi les événements malheureux du marché central, eux-mêmes ont reconnu que le projet n'existait pas encore. Donc, s'il existe un projet, que Jean-Thény nous l'amène, que ces projets soient soumis de manière officielle. Oui, que ces projets soient soumis aux procédures ordinaires de passation de marché. C'est tout autant que maintenant son projet funérarium. Avant d'y penser, que ferons-nous? Posons-nous la question de ce 800 patrons de funérarium, des Quinois, de ces 5000 avec les familles agents qui travaillent. Qu'allons-nous faire d'autre? Non, l'idée c'est de créer le funérarium de la ville. Ils vendent la société. Hein. Vous avez ici vraiment un remake bis, affaire Kamere, société Samibo et Ousmane, où celui qui demande l'aval de l'autorité de régulation de marché public lui-même vend la société contractante. Alors, regardez, vous allez plus loin, vous avez la documentation sur la société. Et là, la documentation sur la société, ici, siège de l'entreprise. L'entreprise s'appelle Grâce Fortune Construction. Que s'appelle Madame Panzou, que je salue au passage pour ce travail qu'elle fait pour les Quinois. Quoi qu'elle ait écrit, 24 heures, 48 heures plus tard, Jean-Thény débarque sur le lieu pour la pose de la première paire. Donc il passe outre les réserves de Madame la ministre et même la réglementation à la matière. Et cerise sur gâteau, c'est Serge Mabé, directeur de la direction provinciale de contrôle des marchés, qui répond dans les 48 heures et donne l'avis de non-objection. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Ecopole diffusée chaque mercredi sur les antennes de Canal King Télévision et bien entendu le jeudi aux environs de 11h, toujours sur la même chaîne Canal King Télévision. Je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent aux environs de 11h le jeudi et je remercie tous les internautes qui nous écrivent Brazzaville, Dubaï, Hong Kong, États-Unis, Canada. Nous avons reçu vos messages et nous vous remercions beaucoup. Et bien pour l'émission ce soir, je reçois le député provincial élu de la ville provinciale de Kinshasa, et le député provincial de Kinshasa, élu de Lingwala, l'honorable Mike Mukeba Nkoso. Il est conseiller spécial en charge de la communication du coordonnateur de la plateforme La Moka. Avec l'honorable Mike Mukeba, nous allons devoir parler de l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Nous allons parler aussi de l'institution Assemblée provinciale de Kinshasa et bien entendu, nous allons parler de sa base, étant donné que c'est un élu. Honorable Mike, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, je vais très bien. Vous allez bien? Si, si. C'est la première fois que moi, personnellement, je vous ai sur mon plateau d'Ecopole. C'est vraiment un plaisir pour moi. Moi, je suis très flatté. Vraiment. 60 ans après, la République démocratique du Congo vient de totaliser 60 ans. Un petit bilan en ce qui concerne les 60 ans. Est-ce que nous avons avancé, nous avons régressé? C'est pas facile de le faire en peu de minutes, mais en tant que politicien, quand vous regardez les 60 ans de la République démocratique du Congo, vous dites c'est du gâchis ou on peut encore réparer? Oui, du gâchis totalement. Quand vous allez aux agrégats, vous remarquerez qu'il n'y a rien de positif.
rien de positif. Nous n'avons pas évolué. Remarquez que la population a sensiblement augmenté depuis 1960, mais ce qui est du service public rendu à cette population, il n'y a pas eu d'accroissement, ni en termes de desserte en eau potable, d'électricité, de soins de santé, rien n'a été fait. Mais en fait, la crise, il faut aller la situer à son origine. À son origine, donc nous remontons dans les années 60. Non, pas dans les années 60. C'est qu'en 2006, nous avons cru résoudre cette crise. En fait, le pays connaît une crise de légitimité sur le plan institutionnel qui fait que chaque fois qu'il y a un groupe qui s'est fait élire, les autres entrent dans la contestation. Et puis finalement, il n'est pas possible pour ceux qui sont au pouvoir de s'occuper de la population, de répondre à ses aspirations. Okay. Nous avions cru résoudre cette crise en 2006. Nous nous sommes dit, ok, même si Kabila fait un forcing et qu'il y va, au moins nous aurons des institutions stables, nous l'acceptons. Prolongation en 2011, encore forcing. Et 2018, nous avons cru que cette fois-ci, on va résoudre le problème. Nous retombons dans la crise et c'est cela le plus grand problème. C'est pourquoi le moment qui se dessine à l'horizon, le moment de ces discussions qui semblent prendre forme est un moment important, est un moment de remise en cause profonde et totale pour que nous ne retombions plus dans cette crise-là. Est-ce que c'est un problème d'homme ou un problème de système? On a comme l'impression que c'est l'homme politique qui est, entre guillemets, médiocre par moment, il faut qu'on se le dise. Non, ce n'est pas un problème de système, parce qu'en fait, il n'existe pas de système ici. Ici, nous avons mis en place des institutions. Ces institutions n'ont même pas eu le temps d'exister qu'un coup de force a été opéré. Kabila vous dira qu'il a été élu, mais il a été élu et son mandat n'a pas été passé sous les signes du respect des institutions. Il a géré selon son entendement à lui, selon ses humeurs à lui, avec Chadari et les autres. C'est un problème d'hommes, foncièrement. Mais pas que le Congo manque des hommes. Non, pas que le Congo manque des hommes, mais il s'est fait qu'il y a un groupe d'hommes. Ceux-là se sont organisés, ont fait un hold-up contre l'ensemble de la majorité des Congolais et confisquent le pouvoir et veulent continuer à le confisquer. Surtout le système électoral, en fait. Oui, le système électoral compris, parce que c'est les guerres de la nerf. Au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir la même mise sur le processus pour s'assurer de son maintien à l'infini au pouvoir. Donc il y a un groupe d'individus, et ce groupe d'individus, par des circonstances de l'histoire, il s'est fait qu'aujourd'hui, ils sont un peu en marche, et c'est ce qui est à la base de la crise actuelle. Okay. Il nous faut la résoudre. Il faut à Félix une grande intelligence pour qu'ensemble nous sortions une fois pour toutes de cette crise de légitimité. Sinon, rien à attendre de l'avenir du Congo. Vous avez fait allusion à la crise de légitimité et maintenant nous avons eu, il y a moins d'un mois et demi, pratiquement des successions de mars ici en République démocratique du Congo, que ce soit au niveau de l'intérieur. On peut dire qu'aujourd'hui, les gens sont libres de manifester et que ces marches ont servi quand même à une cause aujourd'hui. Il y en a eu pratiquement 3. Il faut reconnaître que nous avons fait des progrès sur cette question-là notamment, mais ce n'est pas des progrès qui ont été accordés, c'est des acquis. Nous avions déjà ces acquis-là du temps de Joseph Kabila. Maintenant, nous exprimons avec beaucoup plus... Il faut rappeler de par la Constitution aussi. Oui, ça a été obtenu de haute lutte, mais maintenant nous exprimons avec un peu plus de liberté et d'espace. C'est un progrès, c'est à saluer, mais ce n'est pas encore suffisant. Il nous faut progresser. Vous savez, l'état de droit, c'est un ensemble d'éléments qui entre en ligne de compte. Vous ne pouvez pas applaudir, dire que nous avons progressé, par exemple, sur le plan des libertés publiques, au moment où nous avons une police qui réagit à la violence devant des manifestants désarmés. Je crois que ces images sont passées sur Canal ici, où on a montré un policier avec un fusil à lunettes dans une manifestation. Un sniper, pratiquement. Oui, un sniper, donc ça signifie quoi? Qu'il est venu pour viser quelqu'un à la tête, au pied. Il y a un problème d'ordre matériel d'abord, sur l'équipement des policiers, mais aussi un problème de doctrine de maintien d'ordre public. Quelle est la doctrine de maintien d'ordre public de notre police? Quand la police descend dans la rue, qu'est-ce qui lui est dit? Qu'est-ce qui lui est mis en tête? Est-ce qu'elle vient-elle devant une population qu'elle reconnaît en tant que telle, ou se met-elle en face d'un ennemi? J'ai l'impression que notre police, à nous, quand elle débarque
Et sectoriel, en fait. Devant des manifestants désarmés, elle se met en face d'un ennemi et tout de suite se met en position d'offensive. Alors, offensive. Donc on donne un peu raison à ceux qui disent que par moment, la police est politisée. Non, c'est pas qu'elle est politisée. Il y a d'abord un problème d'ordre professionnel, sa propre formation, à commencer par le recrutement. En amont. La police congolaise, elle est essentiellement constituée des rebuts de la société. Qu'on m'excuse de les dire, certains vont dire que je suis en train de caricaturer la police de mon pays, mais moi, je n'ai pas l'habitude de la langue de bois. Ce sont les rebuts de la société, ceux qui ont raté leur carrière scolaire, ceux qui ont été longtemps Koulouna, ils se disent pour finir, je veux dans la police. Je vous donne un petit exemple. Moi, je suis de Lingala. Il y a ces mouvements de banditisme urbain appelés communément Koulouna. Okay. Mais vous pouvez vous imaginer où est-ce que ce mouvement opère le plus activement à Lingala? C'est dans le camp du Fongola. C'est là que ce mouvement est le plus actif. C'est là qu'il recrute le plus de ses acteurs, le plus de ses membres, le plus de gangs. C'est quand même curieux. Très curieux. C'est le camp de la police, c'est le camp de la gendarmerie. C'est pour vous donner une idée de ce qu'est la police de notre pays. Mais il y a tout le reste, l'équipement, la police n'est pas équipée. Et souvent, les gens se plaignent. Ah, ben, quand les Koulounas sont amenés devant le magistrat, ils sont relâchés tout de suite. Mais la police congolaise, quinoise en particulier, n'a pas de base de données. N'a pas de base de données. Allez-y, ici, au commissariat à côté, demandez. Est-ce que des filles sont constituées sur le Koulouna? Sur des crimes supposés, qu'ils ont supposé avoir commis à tel endroit, à telle date, des témoignages qui ont été recueillis, ainsi de suite. De sorte que quand on met la main sur lui, le dossier est documenté devant le magistrat. Je n'excuse pas le magistrat, parce que le magistrat non plus ne fait pas très bien son travail. Mais commencez par faire un travail documenté. Ce travail documenté exige un homme formé à niveau, exige un homme motivé et de l'équipement. Donc, quand je dis, je regrette que cette police ne fait pas très bien son travail, mais en même temps, elle a l'excuse d'être mal payée, sous-payée à un pays comme, nous en avons les militaires. Nous en avons les moyens. Nous avons le moyen à ce stade, peut-être les gens me diront que le pays ne dispose pas d'assez de ressources. Le premier moyen, c'est une justice distributive. De répartir de manière équitable les ressources actuelles, les ressources disponibles, de les répartir de manière équitable. Nous ne devons pas être dans un pays où un élu gagne 10 000 $, 15 000 $ le mois, et les derniers des Congolais gagnent 20 000 francs. Le premier pas, c'est la justice distributive, une répartition équitable. Il faut que le chef de l'État mette sa dotation présidentielle sur la table, que nous sachions combien il gagne, que nous en discutions, que nous voyons ce qui est essentiel pour lui. Ça, c'est un grand débat à engager. Nous espérons que nous, la MOUCA, nous prenons le pouvoir en 2023 par des voies démocratiques et que nous allons nous attaquer à cette question. Donc, que la tension ne soit pas très forte entre les premiers des Congolais et les derniers. Vous aurez déjà résolu un premier problème. Très important. Oui, un premier problème. Vous l'aurez déjà résolu. Parce qu'en fait, ce qui sera arrêté ici pourra aider à se payer chez les plus bas ou à être affecté dans d'autres secteurs d'investissement. Mais voyez-vous, quand par exemple moi je touche l'équivalent de 10 000 $, aujourd'hui ça ne l'est plus, je dois le dire, avec la dépréciation, je paye en francs congolais. Quand vous prenez un enseignant qui touche 100 $, 185 €, avec les taux, ce que je touche mensuellement, tu peux t'imaginer combien d'années faut-il à un enseignant pour le totaliser? Je reste avec la hauteur, le montant de 10 000 $. Ben, c'est juste une hypothèse d'école. Mon salaire a été sensiblement déprécié. Mais je reste à 10 000 $. Okay. Le jour où ce salaire-là a été décidé et payé. 10 000 $. L'enseignant touche 185 $. Donc vous voyez que l'année, il est autour de 1800, de 2000. Donc pour qu'il réunisse mon salaire mensuel à moi, il doit travailler, je crois, pendant 5 années. C'est très, très injuste. Et le montant est déjà entamé aussi. C'est très, très, très injuste. C'est très, très injuste. Et c'est le cas pour le policier, autant que pour tous les autres secteurs d'activité, les secteurs corporatistes de la République démocratique du Congo. Honorable Mike Mukeba, je rappelle que vous êtes député provincial. Vous avez évoqué le cas de Lingala, où vous êtes élu. Cette commune, jadis dans le temps, une grande commune, parmi les grandes communes de la ville province de Kinshasa. Il y a eu des notables qui sont sortis dans cette commune, des grandes personnalités.
Aujourd'hui, ça flotte. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus votre commune. C'est quoi le problème? Qu'est-ce Non, qui s'est le passé? problème n'est pas particulier à Lingala. Le problème est un problème d'ordre général à Kinshasa. Si je dois parler en tant que député provincial, mais si je dois aller plus loin en tant qu'acteur au niveau du leadership de la Mouka, voire le Congo, c'est un problème général à tout le Congo. Nous n'avons presque rien fait. Les infrastructures, le peu qui existait à l'indépendance, ces infrastructures se sont dégradées, et les politiques publiques qui ont suivi depuis André Kimbuta, je peux remonter plus loin, les autres, Kimbuta, ainsi de suite, c'était des politiques publiques orientées vers des intérêts personnels, des intérêts de groupe ou des individus. Et ça fait que l'Angola se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui. Quand il pleut le matin, il est impossible de sortir. La dernière fois, la pluie m'a surpris au balcon de Canal King. Un petit vous êtes toujours à Lingala? Oui, je suis toujours à Lingala. Vous habitez Je m'y plais. Non, je ne suis pas à ma campagne. Je m'y plais très bien. C'est là que je suis né. Et c'est là que j'ai de l'affect pour la famille, que les autres me reconnaissent. C'est important dans la vie d'un homme, c'est le lien affectif avec sa terre et les autres. Ils me voient dans la rue. C'est pas parce que je suis député, mais depuis toujours, quand ils me voyaient dans la rue, ah tiens, moi, comment ça va? Ça, c'est formidable. Ça, proximité. Ça, je ne peux pas perdre ça. Alors, je m'étais mis debout ici, au balcon de Canal King. Les terrains à côté de foot, ici, qui s'appelle terrain Pelset, il était complètement inondé. Immergé. Une petite pluie qui a pris 30 minutes. Alors, plutôt que de penser comment assainir Kinshasa, vous avez un gouverneur appelé Jean-Thémy Gobila qui arrive avec un slogan, Kingopeto. Non, il faut repenser l'assainissement de Kinshasa. Je vous donne un exemple. Il y a une taxe, et ça c'est une interpellation. Nous allons revenir quand on va prendre la zone provisoire de Kinshasa et puis la ville. Ouais. Je veux que nous puissions un peu rester sur... Bon, alors, soit donc Lingala est dans cet état-là. Mais ce n'est pas seulement Lingala. C'est pas seulement Lingala, c'est toutes les communes de la ville. Il est impossible de sortir après la pluie, impossible de rouler sur un asphalte bien entretenu, toutes les autres conditions. Vous avez évoqué l'insécurité aussi des couloirs. L'insécurité. Et ce qui est dramatique, c'est que les couloirs, ce n'est pas des criminels qui opèrent et qui entrent en clandestinité qu'il faut rechercher. Les couloirs, c'est des jeunes, des enfants qui vivent avec nous. Comment est-ce que l'exécutif de la ville n'arrive pas à venir à bout de ces banditismes? Ils sont connus, en fait. Ils sont connus. C'est nos enfants. Mais on attend, quand ils opèrent, c'est en ce moment-là qu'on fait des descentes. Non. On doit chaque jour enquêter sur eux et même les surprendre et les prendre et les corriger. Nous les connaissons tous. En fait, en réalité, si ces mouvements existent, c'est suite au laxisme qu'il y a au niveau de l'exécutif. Ce n'est pas du banditisme urbain comme on en connaît dans les grandes villes, à New York ou ailleurs. Non. Ça, c'est nos enfants qui sont avec nous et nous savons même où ils passent nous. Okay. Souvent, ils créent des sortes de ghettos à eux, dans un chantier abandonné, dans une école abandonnée, et c'est là-bas qu'ils s'installent, un campement à eux. Et c'est connu de tous. Ils sont par moments même, ils développent par moments même des affinités avec des policiers. Donc c'est très très grave. Mais est-ce que la ville prend ces problèmes à cœur? Je ne pense pas. Quand tu vois les politiques publiques de Gentilly, c'est des politiques publiques orientées vers une satisfaction personnelle, vers des objectifs à lui. Il est arrivé avec une idée de ce que lui va devenir dans les 5 années. Et c'est à ça qu'il travaille. C'est très grave. Nous allons prendre l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où vous siégez. Au début, moi personnellement, je suis accrédité là-bas, donc je sais comment les choses évoluent. On était là, on regardait, les chambres semblaient aller assez normales, et les Quinois avaient quand même reconnu que bon, cette fois-ci, les choses vont marcher. Après, plouf, plus rien. Beaucoup d'incompréhension interne, beaucoup de problèmes au niveau de la ville de Kinshasa, la gestion, difficulté à faire le soldat, à bien gérer le gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi les choses semblent flancher là-bas? Je vais prendre mon courage à 2 mains à interpeller une catégorie à l'Assemblée provinciale. Celle qui a l'impérium, celle qui a l'initiative. La majorité. FCC, UDPS. Il est grand temps qu'elle se ressaisisse, qu'elle comprenne que majorité ne signifie pas que votre gouverneur qui est en place, là, tout ce que vous pouvez faire pour lui, c'est l'accompagner. Non, non, non.
S'il y a lieu de l'interpeller, vous l'interpellez. Peut-être que moi j'irai jusqu'à une motion de déchéance, eux ils ne le feraient pas. Mais ils doivent servir de garde-fou à ces gouvernants. Parce qu'en 2023, c'est le bilan de ces gouvernants qu'ils vont défendre. Je sens que ça bouge un peu par moment, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Pour qu'on ait des résultats, il y a des questions cruciales, fondamentales, qui ne sont pas profondément débattues et qui sont débattues, à mon point de vue, pour satisfaire tel ou tel individu. Je vais vous dire que la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa m'excuse. Par exemple, la voie que nous avons prise. Je m'incline, il y a une commission parlementaire qui a décidé, et ça a été adopté par tous, sur la question du marché central. Mais il y a certaines options que nous avons levées dans les conclusions de cette commission que je ne partage pas. Nous avons pratiquement encouragé, par exemple, Gentini Ngobila à installer des marchés provisoires. Mais il les installe avec quels moyens? Ce n'est pas la ville qui paye, qui met la main à la poche. Donc, ce sont des problèmes qui sont en train d'être créés. C'est des particuliers. Là-bas, c'est un certain Didelo, là, sur Itaga. Quelle est la convention qui lie cet individu-là à la ville de Kinshasa? C'est là. Alors j'interpelle à ces jours. Certains le prendront très mal. C'est ses habitudes de se particulariser et de mettre les autres à porte-à-faux avec l'opinion. Non. En fait, c'est par souci de bien faire que je lance cette interpellation à l'endroit de mes collègues de la majorité. Il est grand temps. Je vais te dire ici, il y a eu un grand combat au niveau de l'Assemblée pour que nous obtenions, au niveau de notre groupe parlementaire Kinshasa en marche, j'ai salué au passage deux figures de ce groupe-là, ou trois, qui font un travail important ici, Magloire Kabemba, Rufin Bayamoudila et la rapporteure adjointe du bureau, Maman Marie Kiet Moutinga, l'élu de Nsele. Ça n'a pas été facile pour nous d'obtenir que la DG de la DGACA, Rita Bola, vienne répondre. C'est quand même une surprise. Ça n'a pas été facile. Puis finalement, nous l'avons obtenu. Elle a cherché un subterfuge. Non, pour des raisons de convalescence, donnez-moi un rapport. C'est réglementaire, c'est prévu dans le règlement intérieur. Elle a obtenu. Mais elle-même, elle a compris qu'elle a à revenir en septembre et elle a fait une fuite en avant. Mais au moins, il y a un travail qui a été fait. Si nous le faisons, ce n'est pas parce que nous ciblons tel ou tel individu. Nous le faisons puisque nous sommes là pour travailler pour le bien commun, le bien de la population, pour l'intérêt général. On nous demandera des comptes. On nous demandera des comptes. Il nous reste 3 ans et demi. La question nous sera posée. Surtout que l'expérience Kimbuta fait que notre opinion, fait que notre population de Kinshasa sera très exigeante envers nous. Cette expérience doit nous aider, nous, à bien faire les choses. Si ce n'est pas le cas, nous serons sanctionnés. Et c'est à quoi moi je travaille. Je ne voudrais pas être sanctionné à cause des autres. Je suis très désolé. Je porte avant tout une responsabilité individuelle. Avant qu'elle ne soit collective, j'ai été élu seul. Mais je dois me mettre avec les autres pour créer une force et aller de l'avant. Si je ne sens pas les autres venir vers moi, ou que je ne sens pas qu'ils vont vers l'intérêt que j'estime être l'intérêt général, là, je suis désolé, je prends ma responsabilité et je m'assume en tant que tel. Comme ça, en 2023, au moins, j'aurai à répondre, moi, Dieu dans le Dieu, avec ceux qui m'ont élu. Je sais que vous n'êtes pas parmi les gestionnaires du marché central, mais vous êtes député provincial. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec le dossier du grand marché, où aujourd'hui, la plupart de vos, tout ce qui vont être élus, qui ont du mal à aller au grand marché? Il y a d'abord un problème avec Gentini Ngobila. Les politiques... Non, je ne parle pas de l'individu. Oui, mais c'est ça, je vais y arriver. Les politiques publiques sont pensées dans la perspective du bien-être des administrés. Vous prenez une décision de fermer le marché, en tout cas, il voulait profiter de la crise, de l'état d'urgence sanitaire pour fermer le marché central et envoyer 30 000 personnes. C'est la plus grande entreprise de la République démocratique du Congo. Elle emploie à elle seule 30 000 personnes. Et aujourd'hui, il y a encore une autre décision, celle de fermer les funérariums. C'est 800 funérariums sur l'ensemble de la ville de Kinshasa pour plus de 5 000 personnes qui y travaillent. Alors, c'est quelle politique publique? Donc, nous allons avoir dans les mois, dans les semaines qui viennent, 35 000 Congolais sans emploi.
Vous me direz que ce n'était pas des emplois réellement. Mais il a fait C'est des propositions, lui, des emplois, je vais arriver, des emplois précaires, mais c'est déjà ça, là où nous, pouvoir public, nous n'avons rien créé. Jean-Thénie Ngobila débarque, il l'a dit, et ça c'est pas sérieux, de la part d'une autorité, dit, j'ai profité du Covid. Ah non, monsieur, vous ne profitez pas, vous venez avec un projet clair. Le projet, il n'est pas connu, ce fameux projet de modernisation du marché central. On en parle à l'hôtel de ville, il n'est pas connu. La commission a interrogé le ministre provincial de l'Intérieur, tout autant que son collègue des Finances. Ils n'ont rien dit de ce projet, il n'existe pas. En fait, en réalité, c'est quoi? On joue au cache-cache, crise sanitaire, état d'urgence sanitaire. Il y a derrière le projet de construction d'un centre commercial avec des hommes d'affaires nigérians à 10 millions de dollars. On les a déjà vus, on a discuté avec eux. On cherche par où, comment procéder pour contourner les voies ordinaires de passation de marché. Alors, il faut passer par le fait accompli. Covid, on ferme, on commence les travaux. Heureusement que ce coup a foiré et qu'il n'a pas marché. Et c'est ça la réalité, en fait. Il n'y a pas de projet de modernisation du marché central. Il n'existe pas. Sinon, je te mets au défi. Vas-y, posez la question à Gentilly. Où est ce projet? L'a-t-il déjà préparé? Et quel est son coût? Remarquez qu'au Conseil des ministres extraordinaires qui a suivi les événements malheureux du marché central, eux-mêmes ont reconnu que le projet n'existait pas encore. Et d'ailleurs, pour voir comment Gentilly travaille, vous savez que ce dernier Conseil des ministres-là, au lendemain des incidents malheureux du marché central, c'est le deuxième depuis le début de l'année. C'est le deuxième, il n'y a même pas de Conseil des ministres chez nous. Chacun gère à qui mieux. À sa façon. Donc vous comprenez un peu comment la ville de Kinshasa est gérée. Donc s'il existe un projet, que Gentilly nous l'amène, que ces projets soient soumis de manière officielle. Oui, que ces projets soient soumis aux procédures ordinaires de passation de marché, personne ne s'y opposera puisque c'est pour le bien de Kinshasa. Centre commercial. Mais dans l'entretemps, il y a un volet social qu'il faut prendre en charge. C'est-à-dire qu'avant de penser ce projet, nous devons nous interroger sur le sort de 30 000 vendeurs. C'est tout autant que maintenant son projet funérarium. Avant d'y penser, que ferons-nous? Posons-nous la question. De ces 800 patrons de funérarium, des Quinois, de ces 5 000 avec les familles agents qui travaillent, qu'allons-nous faire d'autre? Non, l'idée, c'est de créer le funérarium de la ville. De la ville va retirer au privé une activité économique. Vous avez déjà vu ça quelque part où l'État retire une activité économique à des particuliers pour en faire un monopole à lui. Donc l'État veut concurrencer et de manière monopolistique, de manière illégale, concurrencer ses propres citoyens. Où avez-vous vu ça? Et quand vous allez dans ces projets de funérarium, aujourd'hui les funérariums de la ville ne sont pas construits. C'est déjà un problème. Mais il y en a un. Donc c'est juste un projet. Il y en a un qui est en chantier. À la mort de Mamaïm. J'ai toute la documentation ici. Quand vous regardez ces funérariums, regardez là. Ça c'est la lettre du directeur de la mort de Mamaïm. Il demande que le marché soit conclu de gré à gré. Comme toujours. Un marché de 92 000 $. De gré à gré. Et là, il vante la société. Il s'appelle Josta Mbo Mbaka. Dans la ville, c'est soit les Bola, Rita Bola, Emile Bola, soit les Mbaka. Dans la famille. Jospin, Mbo Mbaka, Gentilly Ngobila Mbaka. Donc c'est un peu ça. Et il vante la société. Vous avez ici vraiment un remake. Bis, affaire Kamere, société Samibo et Ousmane. Où celui qui demande l'aval de l'autorité de régulation de marché public, lui-même vante la société contractante. Alors, regardez, vous allez plus loin, vous avez la documentation sur la société. Et là, la documentation sur la société, ici, siège de l'entreprise. L'entreprise s'appelle Grasse Fortune Construction. Siège, avenue Koutou, numéro 77, quartier Kimtsuka. Siège de l'entreprise. Vous allez plus loin, les gérants, un certain Djoudjou qui banque ça. Domicilié, avenue Koutou, numéro 77, quartier Kimtsuka. Donc, et l'entreprise
et les gérants logent à la même adresse. J'ai envoyé mes services sur le terrain, c'est un chantier, l'entreprise n'existe pas. Ça, c'est du Gentilini Gobilaza. Du bien marqué Gentilini Gobilaza. Et dans l'entretemps, au mois de septembre, je crois que c'est sur les dossiers. Et dans l'entretemps, la ministre provinciale de Santé s'y est opposée, a écrit, parce qu'elle avait été saisie en copie, par la lettre du directeur Mbaka qui demandait le gré à gré, elle réagit et dit non. La morgue n'est qu'un service qui n'a pas qualité pour engager de telles dépenses et s'adresser à la direction provinciale. Non, pas contradiction. Elle dit non, envoyez-moi tous ces dossiers. Ça demande une autorisation préalable de la tutelle. Parce que c'est établi au terme de l'arrêté portant fonctionnement de la morgue. C'est sur cet arrêté que s'appuie Mme Panzou, que je salue au passage pour ce travail qu'elle fait pour les Quinois. Quoi qu'elle ait écrit, 24 heures, 48 heures plus tard, Gentilini débarque sur le lieu pour la pose de la première paire. Donc il passe outre les réserves de Madame la ministre et même la réglementation à la matière. Et cerise sur gâteau, c'est Serge Mabé, directeur de la direction provinciale de contrôle des marchés, qui répond dans les 48 heures et donne l'avis de non-objection. Dans les 48 heures, il accorde. Une entreprise comme celle-là, Serge Mabé, je lui pose une question. A-t-il lu cette documentation liée à l'existence de l'entreprise? Il accorde. Et pour voir qu'il y a une intention malveillante, quand lui, Serge Mabé, accorde, la ministre qui a été saisie en copie, qui a dit, qui a demandé la surséance au directeur de la morgue, cette ministre-là, quand elle a écrit cette lettre-là, a saisi aussi en copie le directeur de la direction provinciale du contrôle des marchés publics. Mais lui, maintenant, quand il accorde son annonce, son avis de non-objection, il ne copie pas la ministre, mais il copie d'autres ministres. Il copie les ministres du budget, il copie les ministres des Finances, mais les ministres sectoriels concernés, la santé, pas saisis. Donc l'intention malveillante est là. Donc vous avez la matière pour le mois de septembre, en fait. Je n'attends pas le mois de septembre, je suis en train d'initier une action écrite que je vais adresser au bureau. Et le bureau va la destiner à qui de droit. Et c'est en septembre alors que je pourrai transformer ces questions écrites-là en interpellation. Et en prenant à témoin l'opinion publique. Juste une petite indiscrétion avant de prendre l'actualité d'autres actualités politiques. Nous avons appris qu'il y a quelques députés provinciaux au niveau de la République qui ont pratiquement 6 à 9 mois, ils sont pas payés. Vous êtes dans le même cas, vous, au niveau de la PK? Bon, dans le même cas, mais pas avec autant d'arriérés, dans le même cas. Mais à l'intérieur, c'est beaucoup plus grave pour mes collègues. Et ça ne fait pas sérieux pour l'État congolais de ne pas payer ses élus. En même temps que ça me gêne, ça m'embarrasse de défendre la situation sociale des élus, là où les populations elles-mêmes, là où les agents de l'État sont mal payés. Je suis embarrassé. C'est compliqué. Vous comprenez, c'est très très compliqué. Les enseignants risquent d'aller en grève à la reprise, vous le savez. Ouais. Ils ont maintenant à peine $185. Ils ont commencé l'Assemblée, je crois, aujourd'hui. Ah oui, avec la dernière dépréciation, la vertigineuse, $185. Je n'encourage pas, je ne demande pas le maintien de la contribution des parents, mais la contribution des parents faisait que certains touchaient le mois $500, $700. En fait, ils ont perdu tout le repère, hein. Ils sont maintenant à $185. Il y a toutes ces catégories socio-professionnelles qui sont en difficulté. J'ai vu les infirmiers aussi qui sont... Je ne vois pas comment je vais porter le combat de mes collègues, mais je suis d'accord avec eux. Je partage cette situation-là avec eux. La République démocratique, actuellement, un véritable blocage politique où on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a eu le dossier Ronsard, il y a beaucoup de problèmes, il y a vraiment un blocage. Qu'est-ce qu'on doit faire actuellement? Aller à un dialogue ou on doit se regarder en face pour se dire les choses clairement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je commence par dire quelque chose à Ronsard Malonda. Il a raté l'occasion d'entrer dans l'histoire. C'était clair, s'il était bien entouré ou que si lui-même avait une capacité de prospective, il devait voir que sa désignation n'allait pas passer, elle n'est pas passée. Et anticiper en ce moment-là, démissionner de lui-même. Il serait sorti très grand. Que là, c'est vraiment un homme à oublier.
rangé dans le placard. Il suffit vraiment de ressusciter son nom pour que le Congolais dise « Oh, c'est Ronsard de tout le malheur. » Il a raté l'occasion d'entrer. Comme toujours les Congolais, hein, chez nous, c'est le matériel qui passe avant. Ce qui est immatériel, qui fonde l'homme, nous ne le mettons pas en avant. Vous savez, nous sommes dans une des rares sociétés du monde où ce qu'il vaut, c'est ce que quelqu'un possède, plutôt que ce qu'il est, au fond. Ok, hein? Remarquez, c'est ça notre société. On chante de gens. Et Kingandi, grand prêtre. Tu dis, qu'est-ce qu'il fait? On dit, hasard frappeur. Tout le monde sait, mais les musiciens le chantent. Et non, les gens le reçoivent avec déférence. Mais c'est quelle société ça? Tout le monde sait que c'est un mafieux, que ce qu'il a construit, il l'a gagné illicitement, malhonnêtement. C'est cela, cette société est un peu Ronsard. Le range là-dedans, il a raté à l'occasion. Il faut s'arrêter, oui. Il faut s'arrêter. Les dernières manifestations de rue l'ont démontré. On démontré que l'UDPS et la MOUCA ont à eux deux réuni la capacité de faire basculer les choses ici. Alors, puisque nous ne voulons pas y aller par la violence, allons-y très vite à la table de négociation. Allons-y, discutons. Pourquoi vous dites très vite? Très vite, il est grand temps, mais ça fait 160 ans. Et devant nous avons une échéance. 2023. Pourquoi traîner les pieds? Allons-y très vite, réglons la question. La question n'est pas le partage de pouvoir. En tout cas, ça, la MOUCA n'est pas concernée. Question fondamentale des réformes du processus électoral. Je vous donne un exemple que j'ai toujours donné. C'est l'un des exemples, parce que chez nous, à la MOUCA, nous réfléchissons déjà là-dessus. Corneille Nangaa, président sortant de la CENI, qui au passage s'est très bien servi, bateau par là, plein de Bassi, hôtel par là, hôtel Castello, il prend un ami dans une voiture, il les balade à travers la commune de la Gombe, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Formidable, merci pour toi, monsieur Corneille. Soit, c'est pas mon propos ici. Corneille Nangaa, un soir, il publie le résultat des législatives nationales. Quelques semaines après, nous nous retrouvons devant la Cour constitutionnelle. Ces résultats-là, à la Cour constitutionnelle, sont modifiés de fond en comble. Profondément. La Cour décide qui est député, qui n'est pas député. Mais la Cour a profité d'une situation, laquelle l'ignorance des résultats pour chacun d'entre nous. Moi, je ne connaissais pas mes résultats, l'autre ne connaissait pas, ainsi de suite. Et des gens se sont attribués de faux résultats, ont fabriqué des oui, tu comprends. Mais pour contourner ces difficultés, il eût fallu, ça aurait été si simple, de demander simplement à Nangaa de publier ces résultats, la même mise sur le site internet de la CENI. Tous les résultats législatifs nationaux. Avec la transparence. Je transforme tout. Rien que, il suffisait d'un clic, hein. Un clic, paf. Et d'ailleurs, l'avantage aurait été quoi? Ça aurait déchargé la Cour constitutionnelle. Il y aurait eu moins de requêtes frauduleuses et fantaisistes. Nous n'aurions pas pris 4 mois à examiner des requêtes. Et pour le Congo dans son ensemble, le Congo gagnera en quoi? Beaucoup ne reviendraient pas aux élections prochaines parce que tout le monde verrait qu'il a obtenu 0 ou qu'il a obtenu 1 sur 100. Vous savez, ils sont nombreux après les élections à bomber les taux à dire « Moi, j'avais obtenu le devoir. Moi, je vais aller en justice. Moi, je vais formuler... » Et allez-y, moi il y en a un qui m'a appelé. Nous, je peux le dire aujourd'hui, avec Pierre Lumbi, nous avions tous les résultats des élections. Tout. Feu Pierre Lumbi. Oui, je préfère le dire, je le pense, je le sens encore vivant moi. Vivant, par les idées. Ça c'est un homme qui m'a beaucoup. Peut-être que le grand public, ou même dans la classe politique, on ne sait pas. Moi, ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé à l'ombre de Pierre Lumbi. On a fait énormément de choses ensemble. C'est peut-être pas encore le moment de me le dire. Jusqu'au jour où il m'a dit combien il regrettait que Kabila l'amène à la révolte alors qu'il est dans le 3e âge. Et ça, c'est pas l'âge de la révolte, mais Kabila nous y a obligés. J'ai gardé cette pensée. C'est fort, ça. C'est fort, j'ai gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous avions tous les résultats, hein, nous avons tous les résultats, et il y a quelqu'un qui me dit, non, moi je vais aller en contestation. J'ai dit, attends, chez nous, il y a tous les résultats. Dans ton regroupement, je demande, il avait obtenu à peine 300 ou 400. Je même été gêné de lui dire combien de voix il avait obtenu. Mais je lui ai simplement conseillé de ne pas y aller. Voyez par exemple ces petits détails qui nous auraient épargné beaucoup de dégâts. De simplement publier les résultats sur le site CENI, la même nuit. Les résultats de tous les candidats, pas seulement les élus.
C'est à ça que nous travaillons et c'est pourquoi aujourd'hui nous devons aller à ces discussions. Ce que nous craignons le plus, ce qui hypothèque le plus le Congo, l'avenir du Congo, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se profile à l'horizon. C'est-à-dire encore un raté en 2023. Ça va être très grave. Prévenons alors qu'une fois, pour une fois que nous ayons des élections transparentes et que les gagnants soient véritablement le gagnant et que les perdants s'inclinent, nous aurons la stabilité, la légitimité, les institutions l'auront. Et en ce moment-là, ceux qui auront gagné le pouvoir pourront avoir une très grande marge de manœuvre pour s'attaquer au chantier le plus important, à savoir le développement de la République démocratique du Congo. Ce qui n'a jamais été fait depuis 60 ans, sauf des colmatages là-bas, sauf quelques actions d'éclat là-bas, mais pas un développement pensé, avec une vision, un programme et une intelligence pour mobiliser des recettes, pour mobiliser des moyens. C'est ce qui nous manque. Honorable Maki Mukebai, apparemment vous êtes toujours, par moment, pas insatisfait, vous êtes toujours dans tous les combats. Pourquoi? Moi, je ne suis pas dans tous les combats, je suis dans les combats qui concernent mon peuple. Mais il s'est fait que les gens me gèrent mal, très mal le pays et la ville, que ça fait plus au front, et ça donne l'impression que Mukeba est éparpillé. Et dans tous les fronts, en fait. Voilà, je parle de la mort, je parle du marché central, il y a la taxe éclairage public, c'est 1% sur chaque facture. 1% sur chaque facture de consommation domestique de courant électrique. Vous imaginez, ça fait combien de dollars? Mais où va cet argent? C'est depuis 2012 que cette taxe a été établie. Où vont ces millions de dollars? Qu'est-ce que Gentilly en fait? J'ai posé la question, je n'ai pas encore toutes les informations, mais que je sache, il semble que cet argent profiterait à un groupe et que c'est un système qui a été mis en place par André Kimbuta. Je n'en sais encore rien, je l'ai dit avec toutes les réserves d'usage. Mais ça donne maintenant l'impression que Mukeba est éparpillé, parce qu'en fait, rien n'est fait. Rien n'est fait. Je dois même parler des questions que d'autres devaient prendre en charge. Parce que je suis interpellé. Mais vous savez, ce qui est pire, c'est quoi? C'est qu'en fait, je n'ai même pas ici sur le plateau de télévision tout ce que, je n'ai même pas tout ce que mes électeurs me rapportent. Mais il y a des problèmes, des conflits, des litiges fonciers, et tous les jours de gens injustement dépossédés de leurs biens meubles et immeubles. C'est comme ça chez moi. Mais si la justice faisait son travail, si tel faisait son travail, moi j'aurais moins de combats à mener. C'est cela tout le problème. Ça m'amène des fois à un engagement. J'ai dit, même moi-même, des fois, ça me pèse énormément. Ne vous en faites pas, je suis humain. Je suis un être de chair et de sang comme tous les autres. Par exemple, depuis que je suis sorti de prison, que ça soit dit entre vous et moi, j'avais prévu, et le médecin me l'avait recommandé, de me reposer. Mais est-ce que j'aurai le temps de me reposer? Finalement, je me dis, c'est peut-être ça mon destin, de ne jamais me reposer pour mon peuple. Je l'assume, courageusement. Je dis, c'est comme ça, la vie. Quand vous regardez votre base par moment, quand ils viennent vous dire des choses concernant la gestion de la ville, et que par moment aussi il y a des solutions, nous avons remarqué, ça vous fait quoi au cœur? Vous vous dites qu'au moins cette fois-ci on m'a compris. Vous êtes sorti de la prison, on a compris à la fin que non, pas vous n'avez pas cette histoire. Pas ça vous fait quoi au fait? Pas qu'on m'a compris moi, mais que le peuple a été compris. Ah, le peuple a été. J'ai longtemps pleuré, me demandant si le peuple pour lequel je prêche, que nous prêchons, comprend ce combat. Avec la Mouka et bien tant d'autres, est-ce que ce peuple comprend? Et un jour, je me suis rendu compte. Vous savez, je m'étais rendu compte quand? En janvier 2015. En ce moment-là, j'étais encore incarcéré. Okay. J'étais à Makala. Kabila est venu avec sa tentative liberticide, dangereuse, loi électorale, et Kabila a reculé face à la rue. J'ai dit, c'était un message. C'était un message. Et c'est depuis ces jours-là que je suis très confiant à l'avenir de la République et puis démocratique du Congo. J'ai dit, en fait, les dirigeants qui ne sont pas en phase finiront par être balayés. C'est ces jours-là. Dans les officines kabylistes, chez les stratèges, les bookmakers kabylistes, ils avaient pronostiqué que les Congolais, les Kinois en particulier, ne tiennent pas devant de grandes épreuves. Ils ne peuvent pas se serrer la ceinture pour accepter de rester affamés 3 jours. Quand ça crépite, ils détalent dans tous les sens. Ils ont été surpris. Surpris, ces analyses-là ont été démenties par les Kinois. Ils sont descendus dans la rue pendant 1 semaine et Kabila a reculé. En fait, Jacine, que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je rappelle que vous êtes député provincial
de la ville de Kinshasa, élu de la commune de Lingwala, conseil spécial en charge de la communication du coordonnateur de la Mouka. De la Mouka, Adolphe Mouzid. L'actuel. L'actuel. En peu de mots, votre vision du futur de la ville-province de Kinshasa. Quand vous dormez, vous dites, il faut qu'on se batte, que cette ville un jour ressemble à quoi? Avec quel avantage pour les populations? Si je me mets à développer, ça va me prendre du temps. Ok. C'est une grande vision, Olivier. Mais le tout premier combat, et c'est mon combat aujourd'hui, et je crois que demain, ça le sera davantage, puisque nous aurons la possibilité en 2023 d'avoir la majorité, c'est d'abord les contrôles des recettes de Kinshasa. Chaque sou qui rentre, il vient d'où? Quelle est sa stabilité et à quoi il est affecté? Est-ce que cette mobilisation qui est faite est-elle à niveau? Si elle ne l'est pas, comment faire pour maximiser? Je vous donne un exemple. 2018, chiffre de la ville de Kinshasa, sous Kimbuta, 400 voitures à Kinshasa. Le moment de la mobilisation pour la vignette, il n'y a que 32 000 véhicules qui payent la vignette, soit moins de 10%. Comment pensez-vous construire Kinshasa? Quand les gens me disent que je ne me bats pas pour des causes de Quinois, mais les gens se trompent. Mais les guerres, les nerfs de la guerre, c'est l'argent. Il faut contrôler les ressources de Kinshasa, voir la possibilité de les maximiser. Et là, vous avez le moyen entre les mains et vous construisez. Vous pouvez aller dans des projets d'investissement, construire Kinshasa. Je vous dis, par exemple, cette fameuse taxe d'éclairage. $1 sur chaque facture. Quinois, je vous appelle d'abord à vous réveiller et à revendiquer cette taxe-là. Elle est à vous. Qu'est-ce qu'on en fait? $1, ça fait 2 millions. Plutôt que de l'affecter à l'éclairage public, puisqu'il n'y a pas d'éclairage public, si vous l'affectez à l'assainissement, vous avez 10, 15, 20 millions de dollars chaque mois. Vous pouvez aller emprunter de l'argent pour payer avec cette taxe-là. Emprunter 100 millions, 200 millions pour aller dans de grands ouvrages. Des grands projets. De grands projets de Kinshasa. Pour désensabler, désengorger tous les caniveaux et que l'eau de pluie comme les eaux usées puisse couler normalement. Voilà, c'est cela mon souci aujourd'hui. En attendant que dans les années qui viennent, nous développons notre vision de Kinshasa et que nous pourrions matérialiser une fois au pouvoir en 2023. Je reviendrai pour vous dire, voilà, les Quinois nous ont fait confiance et nous passons à la matérialisation de notre projet. Merci. Et pour une fois, les Congolais se rendront compte qu'il y a des Congolais intelligents et capables de changer cette ville et ce pays. Merci, honorable Mike Moukebaï, d'être venu. Je vous remercie. Je crois que ce n'est pas la première fois. Vous avez remarqué que nous courons derrière le temps, qu'il y a beaucoup de questions d'actualité. Nous allons réveiller peut-être le mois prochain avec la permission des téléspectateurs qui ont l'habitude de nous appeler. Grand merci à vous au niveau des États-Unis, du Canada, de la France, de Brazzaville, qui appelez souvent. Je vous dis merci. L'honorable Mike Moukebaï est passé, vous avez suivi. La rediffusion, c'est le jeudi à 11h sur les antennes de Canal Kin Télévision. Vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Non. Merci beaucoup. Ouais. Et sur les réseaux sociaux, Canal Kin Télévision, donc vous allez suivre l'émission avec l'honorable Mike Moukebaï. Je dis merci à toi, à la réalisation. Le mot de l'honorable Mike Moukebaï, Mike Amouaka l'international, sans oublier Koupar Bola à la caméra, Freddy Takidi et puis Gimpoutou à la régie. Allez, bye bye, on se retrouve la semaine prochaine. Ma mission TV, le miroir du monde.